Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire qui aura pour sujet les impacts potentiels de la CSA, donc du Computer Software Assurance pour les industries du dispositif médical notamment. Alors, ce webinaire vous sera présenté par Léonard, qui est un consultant chez ADN. Et du coup, comme vous l'a dit Philippe, la présentation sous format PDF est disponible dans Documents à distribuer et n'hésitez pas à lever la main ou à poser des questions pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Merci à tous et bon webinaire. Léonard, je te laisse la main. Merci Aurélie. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire du CSA et l'impact du CSA sur les industries de dispositifs médicaux. Donc, nous allons vous présenter ce que c'est que le CSA. Je pense qu'il y en a plusieurs qui connaissent déjà. On va aller voir la différence qu'il y a entre la méthodologie CSA et la validation des dispositifs médicaux, le TR 8002. Et enfin, on verra les conséquences de la CSA sur la validation des systèmes informatisés. Alors, la CSA a été introduite par la FDA et quelques industriels pour mettre accent sur la validation des systèmes informatisés. Et l'accent est beaucoup mis sur les tests. La CSA est basée sur l'analyse des risques. La CSA est basée sur la confiance des fournisseurs et au niveau des tests associés, on met beaucoup plus l'accent sur les tests non scriptés qu'on verra un peu plus tard, comparativement aux tests qu'on fait d'habitude, qui sont des tests scriptés. Excuse-moi Léonard, est-ce que ce n'était pas l'occasion de lancer le sondage, la première question peut-être, avant de passer Oui, merci. Alors, je vais lancer un premier sondage qui sera de savoir si vous êtes déjà familiarisé avec l'approche CSA. Alors, il reste quelques personnes qui n'ont pas encore voté pour que le sondage soit... Ok, donc on a presque atteint les 95% de vote. Merci beaucoup. Ah, on y est presque. On est à 97%. Merci beaucoup. Donc, je vais clore le sondage et partager les résultats avec vous. Alors, comme vous pouvez voir, vous êtes quand même 65% à ne pas être familiarisé avec ces notions de CSA et donc comparativement 35% à être familiarisé avec ces notions. Donc juste le CSA, donc c'est une initiative de la FDA, hein, avec un guide que tout le monde attend depuis maintenant plusieurs mois, hein, et qui n'est pas encore publié, mais voilà, qui fait quand même couler beaucoup d'encre. Donc là, on extrapole, on anticipe un petit peu par rapport à ce guide, mais on essaye de le mettre en perspective par rapport à notre expérience. Voilà, et donc Léonard va justement vous parler peut-être de cette image-là que vous connaissez peut-être un peu plus, qui est celle du GAN 5. Merci. Merci Philippe. En fait, cette image qui vient du GAN 5 nous dit juste ce que nous rappelle la méthodologie CSA. Donc, cette méthodologie nous rappelle qu'on peut capitaliser sur nos fournisseurs, sur l'activité de nos fournisseurs.
Et en même temps, ce n'est pas le fournisseur qui maîtrise notre process. Ce n'est pas le fournisseur qui maîtrise notre spécification. Et donc, la CSA nous dit presque ce qui est déjà dans le GAMP 5. Il ne fait que nous rappeler ce qu'il y a dans le GAMP 5. Pareil, au niveau du GAMP 5, c'est ce que nous rappelle aussi la CSA. Il y a toujours sur la gauche, au départ d'un projet, il y a la conception. Et donc, on fait un maintien du système tout au long du cycle de vie, jusqu'au retrait du système. Donc, en passant par la gestion des risques, en passant par la revue, en passant par la gestion de la configuration et la traçabilité jusqu'au retrait du système. Alors, si tu veux bien, Léonard, je vais compléter peut-être l'écran juste avant, là. C'est vrai que, comme on va le voir après, c'est que le CSA essaye de limiter le process de document management. Et c'est vrai il s'est installé dans certains cas, enfin, des gens qui ne maîtrisaient pas forcément les process, des travers où la gestion de la documentation a pris le pas, en fait, sur les process de gestion de risque, de design review, de gestion des changements, etc. Et on va voir qu'avec le CSA, il y a peut-être un risque un peu de polariser le débat sur documentation contre test. Et le souci, c'est qu'il ne faut pas oublier que on valide quand même par rapport à un usage attendu. Voilà. C'est un petit peu peut-être le reproche qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est de focaliser un petit peu sur cette bataille documentation contre test. Et il ne faut quand même pas oublier que même s'il y a du critical thinking, on aura bien besoin de l'aspect spécification, de la gestion de configuration, et que ça, ce ne sont pas des choses, je dirais, nouvelles. C'est des choses qui sont traitées de... Vous voyez, là, ça fait quand même plus de 13 ans. Je te laisse continuer, Léonard. C'est Philippe. Alors, quelle est la différence entre la CSA et la validation des systèmes informatisés que l'on a l'habitude de faire? Comme vient de le dire Philippe, donc sur la droite, vous avez la CSA et sur la gauche, ce qu'on faisait avant au niveau de la validation de nos systèmes informatisés. Et on voit bien que la CSA met beaucoup plus l'accent sur les tests. Alors que au niveau de la CSA, l'accent est mis sur la documentation. Cela ne veut pas dire qu'au niveau de l'inverse. Pardon? Le CSA met plus l'accent sur les tests et le CSV plus l'accent sur la documentation. Tu as dit l'inverse, je crois. Ah, pardon, excuse-moi. Donc, la CSA met l'accent sur les tests, alors que le CSV met l'accent sur la documentation. Mais cela ne veut pas dire qu'au niveau de la CSA, il n'y a pas de documentation. On verra par la suite que la CSA demande de capitaliser sur la documentation, mais pas à n'importe quel prix. On va capitaliser sur la documentation d'un fournisseur tout en vérifiant quand même les documents du fournisseur. Mais cela nous évite quand même d'écrire pas mal de documents. Au niveau de la validation que l'on faisait avant, tout est à valider, alors qu'au jour d'aujourd'hui, la validation au niveau de la CSA porte sur les risques, porte sur le niveau des risques, porte sur la rigueur des risques. Je ne vais pas faire les mêmes tests quand le risque est élevé que quand le risque est bas, par exemple. Donc, au niveau
de tout ce qui est système informatisé que l'on faisait avant, on ignorait un tout petit peu les activités d'assurance, alors qu'au jour d'aujourd'hui, on capitalise en amont déjà sur le développement du fournisseur. Donc, au niveau de CSV, on fait beaucoup de tests, alors qu'au niveau de la CSA, on fait des tests selon le risque. On fait des tests scénarisés. Les tests scriptés, on verra qu'on va les faire quand le risque est élevé, quand le niveau de risque est élevé. Donc, comme on l'a dit, en bas, vous allez voir qu'au niveau de la CSA, on utilise 80% de documentation, alors qu'au niveau de la CSA, le fait de capitaliser sur avoir de la confiance sur notre fournisseur, de capitaliser sur ces documents, on arrive à 20% de documentation et beaucoup plus de tests scénarisés. Là, je voudrais juste préciser, avant qu'on passe au slide suivant, ça c'est un peu la dimension marketing du CSA, et c'est cette équipe CSA là, d'industriels et de la FDA qui présente les choses comme cela. C'est vrai que ça correspond à des observations du terrain. C'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, on constate, je dirais, peut-être une surabondance de documentation, mais il faut quand même rester lucide. C'est pour ça qu'on a mis ces éléments là sur le GAMP. Les gens qui appliquaient correctement le GAMP et qui faisaient de la gestion du risque correctement et qui appliquaient déjà correctement, qui analysaient la manière de capitaliser sur les packages fournisseurs, mais d'une manière éclairée, faisaient déjà un petit peu du CSA et déjà optimisaient leur validation. Hein. Donc, je précise parce que il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la validation traditionnelle, entre guillemets, qui n'ont pas attendu CSA pour optimiser leur validation. Okay. Donc, ça dépend vraiment des entreprises, des leaders qui sont à l'intérieur de ces entreprises ou des consultants qui travaillent avec telle ou telle entreprise. Les gens qui étaient compétents faisaient déjà de la gestion de risque et optimisaient la documentation. Voilà. Hein. Mais c'est vrai que ce que l'on voit sur la partie gauche, c'est des observations générales, et en particulier chez les gens qui ne sont pas forcément matures en termes de validation, notamment en termes de validation des systèmes informatisés support à la qualité, ce qui est forcément un peu plus le cas dans le dispositif médical, puisque vous savez qu'avec le nouveau règlement, c'est une, entre guillemets, obligation un peu plus récente. Voilà. Je te laisse avancer. Merci Philippe. Alors, au niveau de la CSA, nous avions vu que l'approche est basée sur les risques. C'est vrai que ce n'est pas nouveau. L'approche est basée sur les risques patients, impact logiciel et tests. Au niveau logiciel, nous avons des logiciels standards, des logiciels configurés et des logiciels personnalisés. Et suivant l'implémentation, on verra ici que quand le risque est faible et que le système est un système standard, c'est-à-dire que pas lié à la réglementation, on voit bien que on fait un test exploratoire ou un test ad hoc.
ce que je vous expliquerai dans les slides à venir. Et quand le système est un système configuré, donc, et que le risque est moyen, donc l'approche CSA va nous dire qu'il faut utiliser un test non scripté. Et quand le système est configurable, personnalisable, donc du coup, et que le risque est élevé, alors on va utiliser des tests scriptés. Alors, qu'est-ce qu'apporte la CSA comparativement à la méthodologie TR8002 des logiciels de dispositifs médicaux? Donc, tous les deux sont basés sur ce qu'on appelle le critical thinking, c'est-à-dire la pensée critique est basée beaucoup plus sur les risques. C'est vrai que les risques existaient toujours, mais comment mettre la rigueur sur les risques? Comment aborder les risques? Contrairement à la CSA, dans la TR8002, on ne nous parle pas de tests au niveau de la validation, on nous parle plutôt d'un système de validation. Quand mon risque sera faible, je vais utiliser tel système de validation. Alors qu'au niveau de la CSA, quand mon risque est faible, je vais utiliser un test ad hoc, un test exploratoire. Et la différence se situe beaucoup plus au niveau des activités de la validation. Dans la méthodologie TR8002, on me parle d'activités de boîte à outils, c'est-à-dire je vais aller choisir un type, un système de validation quand mon risque sera faible, alors que au niveau de la CSA, je vais aller faire un test quand mon risque sera faible. Pareil, quand mon risque est médium, de la TR8002, je vais utiliser un type de validation, alors qu'au niveau de la CSA, je vais utiliser un test. Effectivement, les deux sont basés sur les risques et aussi sur la confiance, la capacité du système informatisé à fonctionner en fonction de l'utilisation prévue du système. Merci Léo. Je vais me permettre de lancer un nouveau petit sondage, à savoir qui d'entre vous est déjà familiarisé avec l'ISO TR 80002. Parce que comme vous l'a dit Léo, les approches, notamment tout ce qui est axé sur le critical thinking, et les deux approches se ressemblent beaucoup. Il y en a une qui axe plutôt sur la boîte à outils, l'autre plutôt sur le type de test, mais l'approche et la méthodologie sont quand même très familières, et le but pour les deux méthodologies, c'est bien de mettre l'accent et les efforts de validation sur les fonctionnalités à risque et sur tout ce qui est potentiellement à risque pour votre patient, la qualité du dispositif médical ou la conformité réglementaire. Alors, on est à 90% de votants. Je vais encore vous laisser quelques secondes pour voter, et ensuite je vais clore le sondage. Voilà, je vais clore le sondage et vous partager les résultats. Alors, comme vous pouvez le voir, vous êtes quand même très nombreux à ne pas être familiarisés avec cette norme.
Donc voilà, on ne peut que vous inviter à vous familiariser avec cette norme. Et on avait notamment déjà fait un webinar qui reprend un petit peu la méthodologie globale de cette norme. Donc si vous voulez, vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Et Léo, je te redonne la main. Merci à tous pour vos réponses. Aurélie, est-ce que tu peux repréciser le cadre d'application de la 80002, s'il te plaît? L'ensemble des participants. Alors, la 80002, ça s'appelle ISO-TR, parce que TR, c'est pour Technical Report. En fait, c'est un rapport technique qui est lié à l'ISO 13485, et qui donne un cadre méthodologique ou une méthodologie pour la validation des systèmes informatisés qui sont utilisés dans le cadre de votre système de management de la qualité. Donc quand je dis dans le cadre du système de management de la qualité, on est global, hein, c'est tout ce qui peut potentiellement, tous les systèmes informatisés qui peuvent potentiellement avoir un impact sur votre produit. Donc on parle des logiciels de fabrication, d'étiquetage, d'emballage, de design, de contrôle, de vérification. Et en fait, ce rapport technique donne une méthode et donne un cadre, notamment beaucoup basé sur le critical thinking, pour vous aider à valider un peu vos systèmes de manière, j'ai envie de dire, intelligente, c'est-à-dire basée sur les risques et vraiment tester les systèmes et les fonctionnalités qui ont potentiellement un impact soit sur la sécurité du patient, soit sur la qualité du produit, soit pour la conformité réglementaire. Et donc, ce rapport technique est vraiment lié à l'ISO 13485. Et par rapport à la 62304, quelle est la différence alors? Alors, ce rapport technique est uniquement applicable pour les systèmes informatisés qui vous aident à produire, vérifier et dans le cadre de la gestion de la qualité de votre dispositif médical. Et la 62304, ce sera pour la validation des systèmes informatisés, mais qui sont marqués CE, donc qui sont eux-mêmes des dispositifs médicaux. Merci. Du coup, Léonard, je te redonne la main. Merci Aurélie. Et donc, que nous dit la CSA au niveau de l'analyse de risque? Au niveau de l'analyse de risque, la CSA nous dit qu'il nous faut un contrôle continu de nos composants, un contrôle continu de notre stockage. On va faire de l'ingénierie logicielle. On va faire un contrôle continu au niveau de notre système, mettre en place de la redondance, mettre en place de la disponibilité du système. On va mettre en place une configuration de nos sauvegardes et restaurations. On va contrôler notre audit trail, son activation, son bon fonctionnement. On va surveiller notre système avec, au jour d'aujourd'hui, pas mal de services qui existent, des services de surveillance et des services de sécurité. Enfin, pour résumer... Léonard, je vais juste me permettre de lancer un nouveau sondage. Alors, c'était juste plus pour savoir si vos systèmes informatisés qui étaient support au process qualité sont actuellement validés ou en cours de validation, ou si c'est un projet qui est à faire chez vous. On a 80% de votants. Je vous laisse quelques secondes et je vais fermer le sondage.
Merci à tous. Je vais vous partager les résultats. Alors, comme on peut voir, vous êtes 50% à avoir validé vos logiciels ou au moins un logiciel support process qualité et la moitié d'entre vous, vous êtes soit en cours de validation, soit ils ne sont pas validés. Alors, juste pour votre information, ça c'est un requirement qui est dans l'ISO 13485 dans la nouvelle version de 2016 qui demande donc à toutes les industries du dispositif médical de valider les logiciels, enfin les systèmes informatisés qui sont utilisés dans le cadre du système de management de la qualité. Merci à tous. Et Léonard, je te redonne la main. Merci Aurélie. Et donc, la CSA nous demande de maîtriser nos spécifications, de maîtriser nos risques, de maîtriser notre configuration, de tester suivant nos process, de maîtriser la gestion de nos changements, des incidents et des problèmes. Aussi, tout en ayant confiance aux fournisseurs et aux testeurs. Confiance aux fournisseurs, c'est-à-dire confiance à ce qui incombe le fournisseur, aux documents qui incombent au fournisseur, mais pas à notre spécification. Et l'accent est mis sur les tests. Donc, quelles sont les activités de test définies par la méthodologie CSA? Au niveau de la méthodologie CSA, on a des tests exploratoires. Et ces tests exploratoires sont des tests informels et non structurés. Ce n'est pas comme les tests qu'on faisait dans la validation classique où il faudrait avoir des protocoles de test, avoir des objectifs de test, avoir des scripts de test formalisés. Ici, c'est informel et c'est non structuré. Et d'ailleurs, cela permet d'aller plus vite au niveau des tests. Et ce genre de test est souvent utilisé au niveau du développement. Les tests exploratoires ressemblent aux tests ad hoc en ce sens que c'est aussi des tests informels et non structurés, mais faits pour détecter beaucoup plus de défauts au niveau du système. Donc, les tests exploratoires, les tests ad hoc sont beaucoup plus utilisés quand on a un risque faible. Donc, le test exploratoire est à mi-chemin entre les tests ad hoc et les tests non scriptés, en ce sens que les trois sont informels et non structurés. Donc, au niveau des tests non scriptés, on va aller capitaliser sur l'expérience du testeur. C'est informel, le testeur, lui, il explore son test. Et donc, du coup, on va aller capitaliser sur sa connaissance de l'application. Contrairement aux tests exploratoires ad hoc non scriptés, les tests scriptés, c'est les tests qu'on a l'habitude de faire en structurant nos tests, en ayant des objectifs de test, et ils sont en général utilisés au niveau des activités de la CSA quand le risque est élevé. Léonard, est-ce qu'on peut revenir au slide juste avant? Je voudrais juste faire une remarque. Ouais. Ouais. Si on reprend les schémas GAMP, même GAMP 5, hein, qui datent un peu, hein,
et même, entre guillemets, notre traditionnel cycle en V. Hein. Pourtant, vous savez que je suis quand même assez fervent défenseur du mode agile, mais déjà à l'époque, on parlait de spécification et vérification. Voilà. On ne parlait pas forcément de QOQP. Bon, après, il y a des trucs dans les annexes 15, etc., qui reprennent ça, mais tout ça pour dire que le CSA, en fait, quelque part, il est un peu cohérent par rapport au GAMP 5. Il dit, bah oui, vous avez les activités de vérification, qui peuvent être des tests exploratoires, ad hoc, etc., qui sont guidés par une gestion des risques. Voilà. Donc, je dirais, ce qu'on a ici, c'est peut-être un niveau de maturité supérieur par rapport à l'activité qu'on nommait vérification, hein, telle qu'elle est stipulée aujourd'hui dans le GAMP 5, et qui déjà, à l'époque, bon, on va peut-être le revoir, hein, permettait d'éviter la redondance des tests. Voilà. Mais tout ça, ce ne sont en fait quelque part que des activités dites de vérification, au sens large. Voilà, je ferme ma parenthèse. Merci. Donc, la CSA est basée sur 4 éléments principaux. C'est l'assurance de base, l'expérience, l'automatisation et les métriques. Alors, en quoi consiste l'assurance de base? La CSA nous dit qu'il faudrait capitaliser sur les activités du fournisseur. Donc, la documentation du fournisseur, on ne va pas réécrire la documentation, mais on va aller capitaliser sur la documentation. Mais on va se poser des questions. Est-ce que la documentation du fournisseur est pertinente? Est-ce que la documentation du fournisseur est complète? D'où une vérification à faire au niveau des documents du fournisseur, quand bien même on capitalise là-dessus. La CSA nous demande d'aller capitaliser sur les certifications du fournisseur. On va aller vérifier la certification du fournisseur. Est-ce que la certification est complète? On va aller vérifier la CLA pour voir les responsabilités qui incombent au fournisseur et les responsabilités du client. Est-ce que les responsabilités sont bien partagées? Est-ce que c'est bien compris selon qu'on est dans telle ou telle infrastructure? C'est cette notion de SLA et de responsabilité partagée, voilà, avec cette transformation digitale qui est vraiment partout. Elle est vraiment importante et c'est vrai que du coup, elle remet au centre la valeur de l'audit fournisseur avant l'achat, quand c'est possible. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut négocier le SLA. Et ensuite, je pense que c'est vraiment important que les gens comprennent bien cette notion de responsabilité partagée. Également qu'ils ouvrent les packages fournisseurs. Hein, parce que pendant de nombreuses années, on a vu des gens acheter les yeux fermés des packages de validation. Certains étaient relativement bien faits, d'autres beaucoup moins. Donc il faut quand même ouvrir un peu les yeux là-dessus. Hein. Donc ça veut dire que oui, il y a de la confiance, mais que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc c'est quelque part, voilà, on remet au goût du jour le rôle du fournisseur. Hein. Mais bon, voilà, c'est pas juste j'achète un package de validation et puis je fais rien. Voilà. Je te laisse Justement, continuer. si je puis me permettre, on avait une autre petite question à ce sujet. Pour ceux qui ont déjà réalisé une validation, est-ce que vous avez fait cette validation par une équipe de validation, soit en interne, soit externe, par un fournisseur, ou est-ce que vous avez utilisé soit un kit de validation, soit une validation qui est effectuée par le fournisseur du logiciel ou autre?
Voilà, il nous manque encore quelques électeurs pour quelques votants pour avoir un sondage à peu près significatif. Après, je pense que ceux qui n'ont pas réalisé de validation ne sauront peut-être pas répondre. Donc, je pense qu'on n'arrivera peut-être pas aux 95% comme tout à l'heure. Je vous laisse encore quelques secondes et puis je vais fermer le sondage. Merci. Alors, je vais partager les résultats. Alors, comme vous pouvez le voir, vous êtes 12% à avoir fait appel au fournisseur du logiciel pour effectuer votre validation et une grande majorité, vous l'avez réalisé par une équipe de validation. Alors, on a une question intéressante là qui concerne la validation de SolidWorks, puisqu'on est dans le DM. Hein, et la personne pose la question, mais comment on fait pour valider avec un fournisseur, notamment Dassault Systèmes de SolidWorks? C'est une bonne question, parce que effectivement, d'une part, si on prend ce cas précis, donc SolidWorks n'est pas distribué en direct par Dassault Systèmes, mais par un ensemble de revendeurs. Okay, donc là, il y a encore un sujet, un triptyque, puisque vous avez le revendeur et vous avez l'éditeur. Okay, effectivement, la première chose, ça serait d'avoir une aide, enfin, une certification sur les processus de développement de l'éditeur. Et puis, ce qui est très important sur SolidWorks, parce qu'on parle de CSA, mais ce qui compte aussi, c'est la donnée, donc l'intégrité des données. Donc SolidWorks, c'est les données de CAO, hein, pour ceux qui... Donc quand on fait de la mécanique, on fait le design en 3D avec SolidWorks. Donc typiquement, avec SolidWorks, on gère nos données de CAO. Ces données de CAO, elles vont alimenter des IBOM, elles vont alimenter des DHF, des choses comme ça. Donc se pose la question de savoir effectivement quel est le rôle de SolidWorks, comment on gère les accès à SolidWorks, comment on gère les accès aux données. Souvent, c'est comment on gère les accès, comment dire, avec un système IPDM qui stocke ces données. Et là, c'est vraiment le bon exemple où qui est complexifié par le fait qu'il y a un revendeur qui s'occupe du paramétrage de SolidWorks, où l'utilisateur doit bien définir son besoin d'utilisation, bien définir ses risques et se concentrer sur les fonctionnalités critiques, je dirais, du système SolidWorks, je dirais du système informatisé SolidWorks, souvent quand il va s'appuyer sur une base de données ou autre chose. Donc là, c'est vraiment le bon exemple où on ne peut pas s'appuyer sur des packages. Bon, d'une part, je ne suis pas sûr qu'il en existe, hein, mais voilà, il faut, je dirais, enfin, je vois, je vous dis, je regarde essentiellement la formation des personnes et le suivi des versions. Je dirais que c'est quand même un peu juste, hein, parce que le suivi des versions, c'est une chose, mais il faut quand même vérifier le bon fonctionnement, je dirais, du paramétrage, et notamment des workflows. Si vous avez SolidWorks avec IPDM, vous avez probablement des questions de signature électronique, des plans 2D qui vont être signés pour être mis ensuite dans des dossiers techniques. Donc, il y a quand même des questions à se poser. Et je pense que voilà, la formation des personnels, le suivi des versions, ça me paraît un peu juste. Hein. Donc, tout ça pour dire que les packages fournisseurs, il faut capitaliser dessus, mais il ne faut pas capitaliser dessus, je dirais, les yeux fermés. Hein. Donc, bon, si vous avez un petit peu de mal au départ, voilà, faites-vous aider. Je te redonne la main, Léo. Je ne sais plus combien de slides il nous reste là, mais il faut. Oui, comme l'a expliqué Philippe, SolidWorks gère des données. C'est pas le fournisseur qui viendra vous dire mais telle personne accède à telle donnée. Ben non, c'est à vous de définir les gens qui vont accéder à vos données. Donc la gestion de la base de données, c'est à vous de le faire. C'est pas au fournisseur de le faire. Le fournisseur va vous dire comment installer. Ok, on continue. Alors, la CSA est basée sur l'expérience. Donc, on va aller tirer parti des tests qui sont faits au niveau du développement. Donc, au niveau de la validation, on ne va pas répéter ces tests.
Donc, ce qui réduit énormément les phases de test. Par exemple, au niveau de FATSAT, au niveau de la factory, au niveau de l'entreprise, on fait les tests déjà avant d'aller faire la mise en œuvre sur le site. Pareil pour la validation intégrée. Voilà, donc ça c'est un exemple qui est voilà, un grand classique dans le monde industriel, hein, où FAT c'est Factory, donc c'est les tests qui sont faits par le fournisseur, et SAT c'est Site, c'est les tests qui sont faits sur le site. Sur le site. Et c'est vrai que on avait pu constater que malheureusement, quand c'était pas toujours bien fait, où il y a toujours des raisons, notamment les bonnes versions et tout, que finalement il y avait redondance des tests et non pas complémentarité des tests. Bon, le CSA va plutôt bâtir l'attention des gens en disant, voilà, essayez d'éviter de refaire les mêmes tests. Bon, alors certes, il y a toujours cette chose, ok, je fais les mêmes tests, mais c'est pas sur les mêmes versions de logiciels. Ok, c'est peut-être pas forcément les mêmes versions de logiciels, mais peut-être que c'est que ce sont des versions qui sont différentes, mais uniquement d'un point de vue mineur. Bon, voilà, c'est là où cette notion de pensée critique et de recul est intéressante. On avance? Merci. Donc, la CSA nous propose d'automatiser nos systèmes, les tests de nos systèmes, et il y a des outils qui permettent d'automatiser les tests. Mais ce qui se passe en général, c'est que les gens se disent, mais combien ça va me coûter? Et la validation qu'il y a derrière. Mais la CSA recommande. Vous savez qu'il y a des outils d'automatisation, genre Jira, genre ALM, donc qui permet d'automatiser des tests et de les exécuter aussi. On peut faire aussi des tests exécutés automatiquement. Donc ça c'est un point sur lequel je voudrais peut-être revenir. Hein. C'est que des outils pour sortir de la notion de document et aller plus vers la notion de preuve, il y en a une foultitude. Et ils ont tous, à un moment donné ou un autre, leur intérêt. Voilà. Et notamment en termes d'efficacité. Et si on reprend le guide Partons qui avait été sorti en 2003 pour repositionner, recentrer un peu le Partons, il était un petit peu dans cet état d'esprit de se dire, attendez, on se focalise sur les enregistrements qui sont liés aux règles prédicats. Et ce que dit le CSA, ou ce qui est censé dire le CSA, donc je dirais la tendance, c'est un peu de dire, mais attendez, n'oubliez pas que finalement, par rapport, on valide d'abord essentiellement par rapport à les enregistrements sur des règles dites prédicats, et que par conséquent, ces outils-là, s'ils n'ont pas un impact direct sur le produit, il n'y a pas forcément besoin de les valider. Voilà. Il y a peut-être besoin plus de faire un rapport d'adéquation par rapport aux besoins. Hein. Donc là, on a pris c'est pour moi peut-être, je dirais, l'avancée peut-être la plus notable hein, en termes de CSA et d'avancée, c'est peut-être que la FDA dise, bon, sur tout ce qui est outils, comme c'est indiqué ici, voilà un ALM, c'est-à-dire le fait d'avoir un système où d'avoir vos documents Word, vous les avez dans une base de données. Si c'est pour la gestion d'un ERP, en fait, ces tests-là, ils n'ont pas d'impact direct sur le produit, donc il n'y a pas besoin de valider, il n'y a pas besoin de qualifier. Hein. Par contre, si l'ALM est utilisé pour faire du design control, donc là on est bien dans le produit hein, de DM, là à ce moment-là, oui, il y aura besoin de qualifier. Voilà. Donc ça ouvre quand même pas mal de perspectives. C'était déjà présent, j'ai revérifié dans les différents guides de testing, je dirais de l'ISPE. Hein. Mais c'est plus les usages, la mauvaise compréhension, qui faisait que voilà, beaucoup de gens étaient un peu bloqués là-dessus. Non pas qu'ils ne voyaient pas l'intérêt, mais ils disaient ouais, mais attends, il va falloir faire ceci, cela, ça va être compliqué. Donc là, avec le CSA, il y a une ouverture et je pense que ça serait potentiellement une avancée hein, quand le guide sera publié. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Voilà. Alors, j'ai une remarque d'une personne. Alors, attendez, on va essayer de lui ouvrir le micro, puis après, peut-être qu'on avance un tout petit peu. Mais alors, Philippe, je vais essayer de vous ouvrir votre micro.
parce que là, il est coupé, donc je vais le désactiver. Ah, par contre, il faut que vous ouvriez votre micro, Monsieur François. Alors, est-ce que vous pouvez exprimer la remarque que vous m'avez fait par mail, enfin par question, par chat? Ah, votre micro est coupé encore. Il faut que vous activiez votre micro. Il dit, voilà, j'ai une remarque lors de l'audit 1385 sur une absence de traçabilité spectre architecture, mais à part un outil où tout est intégré, comment faire? Bon, il y a plusieurs possibilités techniques là-dessus. Bon, nous, on fait, bon, certains le savent, voilà, on a des compétences sur un outil qui s'appelle Rectify, qui typiquement adresse ce type de problématiques pour éviter d'avoir tout intégré et qui fait office de glue en fait entre des specs, des documents d'architecture qui seraient dans des outils différents. Que veut dire ALM? ALM, c'est Application Lifecycle Management. Donc, c'est ce qui permet de gérer le cycle de vie d'une application. On continue, Léonard? Merci. Donc, l'automatisation permet de faire au jour d'aujourd'hui les tests techniques, les tests d'automatisation technique, les tests de non-régression, tout ce qui est DevOps, tout ce qui est surveillance automatisée ou continue, et tout ce qui est développement. Alors oui, je t'ai fait une petite farce là, Léonard. Ouais. C'est tout ce qui est BHD, donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est que ça permet en fait d'écrire les tests, non pas comme on le fait aujourd'hui avec résultat attendu, description du test, résultat attendu, mais les décrire sous forme de scénario. Donc ça, c'est une technique qui est en train d'émerger et c'est une technique qui est souvent le préalable à l'automatisation. Voilà. Donc ça, c'est les techniques modernes qui sont en train de sortir, qui feront probablement l'objet, je dirais, d'un nouveau webinar. Et je l'ai inséré tout simplement pour vous dire que finalement, cette notion de vérification et non pas simplement cette notion de QI, QO, QB, hein, elle, voilà, depuis quelques années, elle prend vraiment tout son sens en disant qu'en fait, il n'y a pas qu'une pensée unique, qu'une manière de pratiquer la vérification. Il y a plusieurs manières. Et il y a des manières modernes qui sont en train d'émerger. Et donc, on vous encourage à regarder ces manières modernes parce que ces manières modernes, elles sont quand même synonymes d'efficacité et donc de réduction de coûts. Et je voudrais bien qu'on me dise aujourd'hui quels sont les gens qui sont capables de me dire non mais moi j'ai pas de problème de budget, j'ai pas de problème de coût. Bon, on peut l'avoir sur des gros projets comme ça d'une manière temporaire, mais tôt ou tard, on a toujours besoin de rechercher l'efficacité. Voilà. Donc c'est ce que dans cette notion d'automatisation, c'est ça qui est intéressant dans ce trend entre guillemets CSA, hein, c'est peut-être de faire prendre conscience aux gens que finalement dans la réglementation existante ou même dans les guides qui sont reconnus, bah, il n'y a pas d'obstacle. Hein. C'est un obstacle psychologique que beaucoup de gens se sont mis sur une manière de réaliser les étapes de vérification. Voilà. Et pour illustrer ça, dans le CM Cloud, on a des règles qui permettent de faire de la conformité continue. On a exposé ça aussi dans plusieurs webinaires, on en refera d'autres. Hein, ou sur la manière de contrôler les changements. Je te laisse avancer, Léonard. Oui. Justement, au sujet des tests automatisés, je vais avoir deux petits sondages justement pour prendre un peu la température, de savoir comment ça se passe chez vous. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé à automatiser votre validation? Donc, soit automatiser les tests, soit automatiser le process de validation en tant que tel, via des outils digitaux. Alors, on a 80% de votants. Je vous laisse encore quelques secondes et je vais clore le sondage. Merci à tous.
Alors, comme vous pouvez le voir, la majorité d'entre vous a déjà pensé à automatiser la validation et 42% n'y ont pas encore pensé. Et pour ça, du coup, il y en a un nouveau petit sondage. De savoir, est-ce que pour vous, il y a un frein à l'automatisation? Quel est le frein pour vous à l'automatisation de cette validation? Est-ce que c'est plus une question de compétences, de temps ou de coût? Ok, on est à 63%, mais peut-être que ceux qui n'y ont pas pensé à l'automatisation n'ont pas répondu, donc je vais clore le sondage. Alors là encore, les résultats sont partagés. Pour 41% d'entre vous, le frein à l'automatisation, c'est une question de compétence. Et pour 55%, c'est une question de temps et de coût. Bon, je pense que la vérité, elle est probablement un peu les deux. Effectivement, bah, plus on est compétent, plus on va vite, et donc moins ça coûte cher. Mais également, voilà, il y a un business case entre guillemets à faire pour les tests automatisés, puisque ça prend quand même plus de temps d'automatiser un test que de le faire manuellement. Donc ça n'est rentable que si vous l'exécutez un certain nombre de fois. Voilà. Mais oui, c'est assez cohérent comme réponse. Je te laisse avancer, Léonard. Ok. La CSA met l'accent sur les métriques. Et ces métriques, au jour d'aujourd'hui, on voit que dans beaucoup de systèmes modernes, ces métriques nous permettent de surveiller nos activités, nous permettent de surveiller nos composants, de suivre les anomalies, les bugs et les incidents, surtout au niveau de machine learning. On va pouvoir suivre les changements de nos composants via ces métriques. On va pouvoir suivre nos journaux d'événements et la sécurité de nos applications à travers ces métriques. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les interfaces sont tellement intuitives qu'une fois l'application installée, les métriques, tous les composants installés sont automatiquement visibles à l'utilisateur. Voilà. Bon, le petit parallèle sur le machine learning, c'était qu'effectivement, aujourd'hui, avec tous ces éléments-là, ça peut, voilà, il y a une initiative, on peut le faire pour la sécurité, où on peut anticiper ce qui va se passer sur une application en fonction des données, toutes les données qui sont associées à la surveillance des applications. Voilà. Donc, je pense que c'est effectivement un autre volet qui est vraiment intéressant, mais qui est assez peu développé dans l'entreprise. C'est une notion de maîtrise pour garder les applications sous contrôle. Excuse-moi, Léonard. Ouais. Enfin, nous avons le groupe Compliance qui a fait une étude sur un système MES, Manufacturing Executive System, c'est un logiciel de pilotage de production. À gauche, en rouge, vous avez ce qu'on faisait avant, et à droite, ce que nous demandent, enfin, les conseils, les propositions de CSA. Donc, au niveau spécification, ce qu'on faisait avant, on se concentrait sur les exigences. On a ici 345 exigences. Maintenant, on a recentré au niveau de la CSA sur l'utilisation attendue. Et donc, on a 215 exigences au niveau de nos specs. Donc, sur ces 345 exigences, après évaluation, avant, on a 240 risques élevés, 65 médiums et 40 faibles. Alors qu'au niveau du système CSA,
on a 53 risques élevés, 105 médiums et 57 faibles. Donc, cela montre bien qu'il y a quand même un gain à la fois de temps, à la fois d'analyse de risque au niveau de la CSA qu'au niveau du système d'avant, c'est-à-dire du système informatisé comme on le faisait dans le temps. Enfin, on continue de le faire, bien sûr. Donc, au niveau de la qualification, donc, on a 4 protocoles de QO avec les tests scriptés et qui demandent beaucoup plus de temps, avec de formalisme, les objectifs de test et pour ces 345 exigences. Alors qu'au niveau de la CSA, on n'a qu'un seul protocole de QO avec des tests scriptés pour 53 exigences, des tests non scriptés pour 105. Donc, tests non scriptés 105, ça va aller plus vite comparativement au nombre d'exigences. Et on a 57 tests fournisseurs ou tests ad hoc. On a 3500 au niveau de nos scripts de test, on a 3500 pages de tests scriptés avant exécution, alors qu'au niveau de la CSA, on a 220 pages de tests scriptés avec 20 pages de tests non scriptés. Donc, on voit bien la différence entre le nombre de pages de scripts écrits dans la validation qu'on a l'habitude de faire comparativement à ce que nous propose la CSA. Au niveau documentation, on a 220 scripts de tests et déviations. On a 27 déviations du système. Alors qu'au niveau de la CSA, on n'a que 12 scripts de tests et 49 déviations du système. Et beaucoup d'anomalies. On a des anomalies au niveau avant la mise en production, alors qu'au niveau de la CSA, vu qu'on est basé beaucoup plus de tests et puis tout est basé sur le risque et l'utilisation attendue du système, on n'a pas d'anomalie avant. Au niveau des audits, on a une observation d'audit pour du test de sécurité non basé sur le rôle, alors que l'audit ici est basé sur la recertification réussie. Donc ça, c'est un exemple qui vient de la Compliance Group qui a fait un test sur un outil de MES. Donc, c'est pour cela qu'on conseille vivement cette approche de la CSA. Ok, on passe, parce que le temps passe, voilà. Donc, sur l'offre ADN. Qu'est-ce qu'ADN vous propose? ADN peut vous accompagner dans la définition de vos besoins. On a vu tout à l'heure que les besoins, ce n'est pas le fournisseur qui va nous définir ça dans la méthodologie CSA. Donc, c'est à nous de définir nos besoins au niveau des risques partagés. Les besoins incombent au client, pas au fournisseur. On va pouvoir vous accompagner dans la gestion des risques, dans la gestion des changements, tout en sachant que le système doit être maintenu du début jusqu'à la fin, jusqu'au retrait du système. On va vous accompagner dans la mise en conformité de vos logiciels DM, dans la conformité de vos systèmes informatisés et dans l'audit fournisseur. Voilà ce que vous propose ADN. Alors, je compléterai par rapport à ça, c'est qu'on peut vous aider également aussi sur sur la traçabilité. Hein, parce que souvent, le problème, il est là, c'est comment faire la traçabilité avec des tests exploratoires, scriptés, non scriptés. Voilà, donc là, on a un savoir-faire là-dessus. Ok, je crois que c'est l'heure de la fin de ce webinaire.
On va peut-être prendre une ou deux questions. Et puis, sinon, bah, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous écrire, à nous laisser un petit mail. Est-ce qu'il y a une question? Ne soyez pas timide. Bon. J'imagine, Léonard, que tu as été extrêmement clair. Il y avait juste une question qui restait en suspens de Jérôme qui nous demandait si on avait des exemples de tests avant, après, donc mode standard, mode scénario. Alors je sais pas si en fait c'est juste que les tests en mode scénario, ben on liste le scénario comme on le fait actuellement, cliquer, enfin c'est très orienté, le testeur est orienté, et les tests non scénarisés, ça va être, on va juste lister les fonctionnalités qu'on a testées, les résultats. C'est en fait en termes d'information, le testeur sera beaucoup plus guidé sur les tests scénarisés. Et il y aura moins d'efforts de rédaction pour les tests non scénarisés. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, nous dit Jérôme. Ok. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas, si Léonard, tu peux mettre le slide suivant là pour mettre nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des idées de webinaire. On a lancé aussi des formations introduction payantes assez bon marché là. Peut-être dû recevoir un email pour la semaine prochaine, des formations sur Confluence, notamment Confluence pour faire de la GED. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis bon, les prochains webinaires devraient également arriver. Voilà. Merci à tous et excellente journée. À bientôt. Merci à tous et bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir.